Ah, c'est national. pas seulement dit certains, Cyril Graziani, c'est factuel. Si le Rassemblement national s'était opposé à la nomination de Richard Faiseur de Ferrand, roi. en tout cas, s'il s'était opposé à la nomination de Richard Ferrand n'aurait pas été nommé au Conseil constitutionnel. Je pense qu'il y a un deal caché entre le Vous Rassemblement avez des preuves national qu'il y a un deal caché? et monsieur Ferrand. Mais vous avez des preuves qu'il y a un deal Bah, caché? je vois que 10 minutes avant le vote, les députés du Rassemblement national ont reçu sur leur téléphone une consigne qui leur disait finalement on va pas s'y opposer, on va s'abstenir. C'est ce qu'il disait c'est ce qu'il disait Non. avant même. Vous verrez, vous vous renseignerez. 10 minutes avant le vote, ils ont reçu cette information en leur disant non, on va changer notre position de vote par rapport à ce qui était prévu initialement. Donc c'est bien le résultat d'une négociation secrète et opaque. Et c'est Et quoi je le pense but? que C'est quoi cette négociation? Qu'est-ce qu'ils attendent en retour? je pense que tout le monde a compris que le Conseil constitutionnel devrait être interrogé dans les prochaines semaines sur des éléments relatifs au procès de Madame Le Pen. L'inéligibilité notamment. Par exemple, Donc vous pensez qu'il y puisqu'il a y a un une deal question justement prioritaire pour... de constitutionnalité. Donc là, Je vous- demande qu'on révèle les contours de ce deal caché. Je crois que le Conseil constitutionnel est une instance trop importante dans notre démocratie pour qu'elle puisse faire l'objet de tractations souterraines, de tractations de couloirs. Mais vous Et n'allez je pas quand pense même que- demander à Richard Ferrand, qui a été nommé, de renoncer Je à ce pense que, poste? écoutez, Richard Ferrand a été validé en quelque sorte avec 40,2% des voix. Oui, mais c'est les Parce règles. que Ce la sont- règle... Mais Attendez, Manuel mais Bompard, je ce ne sont le- les règles. Je suis pas en train de vous contester que la règle, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de 3/5 d'opposition pour que Richard Ferrand ne puisse pas être nommé. Mais je crois que si on veut préserver ce qui devrait être, à mon avis, notre préoccupation à tous, c'est-à-dire la garantie que le Conseil constitutionnel ne soit pas entaché de suspicion, je pense qu'il serait raisonnable pour M. Ferrand de renoncer et pour M. Macron de renoncer à sa nomination. Alors hier, grosse journée à l'Assemblée nationale, la motion de censure des socialistes a été rejetée. Quand vous entendez le Premier ministre expliquer à vos amis socialistes que leur motion c'est une balle à blanc, vous leur dites, on vous avait prévenu. Oui, évidemment. Je leur dis, moi, ce à quoi j'ai assisté hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'était une humiliation. Et François Bayrou... Ça vous a fait sourire? Non, ça m'a pas fait sourire parce que, vous savez, François Bayrou a manipulé les socialistes, les a convaincus de ne pas voter la motion de censure qui valait quelque chose. Et puis quand le Parti socialiste fait une manœuvre qui était assez piteuse, il faut le dire, pour essayer de faire croire on n'a pas voté la motion de censure, mais on va en déposer une nous-mêmes après. En quelque sorte, il les prend comme un Kleenex et il les jette dans la corbeille. Ils ont été prêts à leur propre jeu? Mais je crois de quelle naïveté il fallait pour tomber dans ce piège qui était un piège grossier. Et donc oui, je pense qu'on a assisté à une humiliation. Et vous l'avez dit vous-même, c'est pas faute de les avoir prévenus. Et je pense que tout le monde doit comprendre que on a besoin d'opposants qui sont des opposants sérieux, des opposants conséquents, pas des gens qui se font manipuler par les ronds de... Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre à like et de vous abonner. Manuel Bompard, député de la France insoumise, s'exprime fermement sur les politiques menées par Emmanuel Macron, qu'il critique avec une conviction manifeste. Invité sur le plateau des 4 vérités, il ne ménage pas le président français et son gouvernement, qu'il considère comme déconnectés des préoccupations réelles des Français. Bompard dénonce la gestion néolibérale de Macron, qui, selon lui, favorise les grandes entreprises et les plus riches au détriment des classes populaires et de la majorité des travailleurs. Il s'attaque notamment à des réformes comme celle des retraites, qu'il juge injustes et régressives, et affirme que les politiques économiques actuelles aggravent les inégalités sociales plutôt que de les réduire. Face à des journalistes qui cherchent à défendre les actions du gouvernement, Bompard met en lumière les failles et l'injustice des réformes proposées par Macron. Il insiste sur le fait que la politique du président ne répond pas aux besoins de la population, mais qu'elle profite avant tout aux intérêts d'une élite économique. Il critique également la gestion de la crise sanitaire, qui, selon lui, a révélé un gouvernement incapable de répondre efficacement aux attentes des Français et de protéger les plus vulnérables. Dans cet entretien, Bompard se positionne en porte-voix des citoyens qui souffrent sous ce système, appelant à un changement profond des politiques publiques et plaidant pour un modèle plus solidaire, plus juste et plus respectueux des droits de tous. Ce face-à-face est une véritable tribune pour remettre en question les orientations du macronisme et proposer une alternative progressiste, centrée sur l'humain et le bien-être. Extrêmement lourde de danger. On voit peut-être s'ouvrir des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. On va y revenir. Sans que la France et l'Union européenne ne soient autour de la table des discussions, c'est un problème. Je vous le demande parce que les dernières réunions avec le chef de l'État, le fameux format Saint-Denis, à chaque fois vous aviez pris l'habitude de les bouder et vous les qualifiez même d'exercice monarchique. Là, ça n'est pas le cas, l'heure est grave. Non, la dernière réunion, effectivement, nous n'y avions pas participé parce qu'il s'agissait en quelque sorte de construire dans le dos du Parlement
un déni de démocratie, le vol du résultat des dernières élections législatives. Et il n'était pas question pour nous de participer d'un tel enfumage. Là, il s'agit d'avoir un échange sur la situation internationale. C'est le président de la République, chef des armées. Je pense qu'il est normal d'aller à une rencontre pour discuter de cette situation internationale, pour Chef pouvoir des dire armées, notre d'ailleurs, inquiétude. la question des troupes au sol français commence à se poser. Quelle est la position des Insoumis là-dessus? Mais il ne peut pas être question d'envoyer des troupes françaises au sol aujourd'hui. Il pourrait être question à l'avenir, si les conditions d'une paix juste et d'une paix équitable voient le jour, pourquoi pas dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, Les Européens ne sont pas d'avoir... d'accord. Oui, mais précisément, vous me demandez la position Oui, de la oui. France, vous êtes d'accord? Je dis que envoyer des troupes au sol aujourd'hui, ça n'a aucun sens. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est comment on fait en sorte, d'abord, que l'Ukraine soit à la table des discussions, parce que la paix ne peut pas se construire dans le dos des Ukrainiens. Et deuxièmement, comment on fait en sorte que la France et l'Union européenne soient autour de la table des discussions, parce que les conditions de la paix entre la Russie et l'Ukraine vont avoir des conséquences sur la sécurité de l'Europe de manière générale, sur la sécurité de la France. Et donc, je regrette et je trouve qu'on est face à, d'un certain point de vue, un fiasco diplomatique qui a été la position de la France depuis des mois et Pour des quelle mois. raison? Depuis des mois et des mois, nous disons, il faut bien sûr aider l'Ukraine, mais cette aide à l'Ukraine, elle doit servir à ouvrir le plus rapidement possible des négociations de paix. Avec la Russie, Évidemment. directement avec Vladimir Mais Poutine. avec l'Ukraine autour de la table. Mais nous disons, le rôle qui doit être celui de la France, celui de l'Union européenne, ça doit être de créer les conditions d'une paix durable avec des garanties de sécurité mutuelle. Quand nous avons dit ça, on nous a dit, vous voulez abandonner l'Ukraine, on nous a caricaturés, et on a eu le droit à un entêtement dans une position qui était une position de déni. Et aujourd'hui, on voit le résultat de cette position, c'est que sans doute que les négociations de paix débutent sans la France et sans l'Union européenne qui s'est enfermée dans ce déni. Mais quand vous entendez les mots employés hier par Donald Trump, qualifiant Zelensky de dictateur sans élection, Non, mais de Donald Trump, tout le monde a compris. il sera autour de la table, Donald Trump. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Pour autant, je pense que tous ceux qui, pendant des années et des années, ont enfermé la France dans une position de suivisme et d'alignement sur les intérêts nord-américains, constatent à quel point, aujourd'hui, cette stratégie-là a été une impasse. Et nous, depuis des années et des années, nous disons la France, elle doit avoir une position qui est une position non alignée, une position indépendante, alignée sur les intérêts d'aucune puissance. Certainement pas sur les intérêts russes, par exemple, mais certainement pas sur les intérêts américains non plus. Et à chaque fois, quand on disait ça, on nous disait « Non, votre position, elle n'est pas raisonnable, vous êtes pro-russe ou pro-Poutine ». On a été très caricaturés sur ce sujet. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de se rendre compte que la seule position viable pour la France, c'est cette position indépendante et non alignée. On revient en France. Richard Ferrand a finalement été nommé hier midi au Conseil constitutionnel à une voix près, grâce à l'abstention du RN, disent certains. Il est une nouvelle fois faiseur de roi, le Rassemblement national. C'est pas seulement disent certains, Cyril Graziani, c'est factuel. Si le Rassemblement national s'était opposé à la nomination de Richard Ferrand... Faiseur de roi. En tout cas, s'il s'était opposé à la nomination de Richard Ferrand n'aurait pas été nommé au Conseil constitutionnel. Je pense qu'il y a un deal caché entre le Rassemblement national et monsieur Ferrand. Mais vous avez des preuves qu'il y a un deal caché? Je vois que 10 minutes avant le vote, les députés du Rassemblement national ont reçu sur leur téléphone une consigne qui leur disait finalement on va pas s'y opposer, on va s'abstenir. C'est ce qu'il disait avant même. Vous verrez, vous vous renseignerez. 10 minutes avant le vote, ils ont reçu cette information en leur disant non, on va changer notre position de vote par rapport à ce qui était prévu initialement. Donc c'est bien le résultat d'une négociation secrète et opaque. Et c'est quoi le but? C'est quoi cette négociation? Qu'est-ce qu'ils attendent en retour? Je pense que tout le monde a compris que le Conseil constitutionnel devrait être interrogé dans les prochaines semaines sur des éléments relatifs au procès de Madame Le Pen. L'inéligibilité notamment. Par exemple. Donc vous pensez qu'il y a une question prioritaire de constitutionnalité. Donc je demande qu'on révèle les contours de ce deal caché. Je crois que le Conseil constitutionnel est une instance trop importante dans notre démocratie pour qu'elle puisse faire l'objet de tractations souterraines, de tractations de couloirs. Mais vous n'allez pas quand même demander à Richard Ferrand, qui a été nommé, de renoncer à ce poste? Écoutez, Richard Ferrand a été validé en quelque sorte avec 40,2% des voix. Oui, mais c'est parce les règles. Que la règle... Mais Manuel Bompard, ce sont les règles. Je ne suis pas en train de vous contester que la règle, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de 3/5 d'opposition pour que Richard Ferrand ne puisse pas être nommé. Mais je crois que si on veut préserver ce qui devrait être, à mon avis, notre préoccupation à tous, c'est-à-dire la garantie que le Conseil constitutionnel ne soit pas entaché de suspicion,
Je pense qu'il serait raisonnable pour M. Ferrand de renoncer et pour M. Macron de renoncer à sa nomination. Alors hier, grosse journée à l'Assemblée nationale, la motion de censure des socialistes a été rejetée. Quand vous entendez le Premier ministre expliquer à vos amis socialistes que leur motion c'est une balle à blanc, vous leur dites, on vous avait prévenu. Oui, évidemment. Je leur dis, moi, ce à quoi j'ai assisté hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'était une humiliation. Et François Bayrou... Ça vous a fait sourire? Non, ça m'a pas fait sourire parce que, vous savez, François Bayrou a manipulé les socialistes, les a convaincus de ne pas voter la motion de censure qui valait quelque chose. Et puis, quand le Parti socialiste fait une manœuvre qui était assez piteuse, il faut le dire, pour essayer de faire croire on n'a pas voté la motion de censure, mais on va en déposer une nous-mêmes après. En quelque sorte, il les prend comme un Kleenex et il les jette dans la corbeille. Ils ont été prêts à leur propre jeu? Mais je crois de quelle naïveté il fallait pour tomber dans ce piège qui était un piège grossier. Et donc oui, je pense qu'on a assisté à une humiliation. Et vous l'avez dit vous-même, c'est pas faute de les avoir prévenus. Et je pense que tout le monde doit comprendre que on a besoin d'opposants qui sont des opposants sérieux, des opposants conséquents, pas des gens qui se font manipuler par les rondes de jambes de François Bayrou. Mais est-ce que c'est une relation toxique que vous avez avec le Parti socialiste, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon Là, j'ai hier? l'impression que la relation toxique, elle était plus entre François Bayrou et le Parti socialiste. Mais vous leur dites de revenir à la maison maintenant? C'est-à-dire qu'ils ont déjà eu de multiples occasions quand même de clarifier leurs intentions. Je vous rappelle qu'à 5 reprises successives, ils n'ont pas voté la motion de censure qui servait à quelque chose, puisque c'était une motion de censure pour empêcher, par exemple, le budget, le très mauvais budget, le Mais pire elle ne serait budget pas de ces passée, 25 même avec le dernières vote années. des socialistes. Je ne sais pas. J'ai entendu le Rassemblement national dire si le Parti socialiste l'avait voté, on aurait peut-être voté. Ce que je trouve quand même, que les gens qui nous écoutent le voient, ce que je trouve quand même assez pitoyable, c'est ces opposants de pacotille. Le Parti socialiste d'un côté, le Rassemblement national de l'autre, qui cherchent toujours des prétextes et des excuses pour à la fin garantir la continuité de la politique macroniste en France. Donc pour le Rassemblement national, ça se traduit par le fait de ne pas voter les motions de censure, par le fait de laisser le plus proche collaborateur du président de la République devenir président du Conseil constitutionnel. Et pour le Parti socialiste, ça passe par des tartufferies comme celles auxquelles on a assisté hier. Le rapport de la Cour des comptes va être remis dans quelques minutes par Pierre Moscovici à François Bayrou. Les syndicats vont réentamer de nouveaux rounds de négociations. Les 64 ans, pour vous, c'est non négociable, il faut revenir dessus, ou vous pourriez obtenir d'autres concessions? Évidemment, c'est non négociable. D'ailleurs, les Français, à chaque fois qu'ils ont été invités à se prononcer sur ce sujet... Les syndicats ne sont pas tous unanimes là-dessus. Ils ont le droit d'avoir leur position. Moi, je vous dis qu'au moment de la mobilisation contre la retraite à 64 ans, plus de 90% des actifs étaient opposés au report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Ils sont toujours aussi opposés? Je crois qu'à chaque fois que vous avez interrogé les Français sur ce sujet, ils se sont opposés très largement à cet âge de départ à la retraite à 64 ans. Et d'ailleurs... En conclusion, l'intervention de Manuel Bompard dans cette émission des 4 vérités est un véritable coup de projecteur sur la fracture croissante entre la politique d'Emmanuel Macron et les réalités du terrain. À travers sa critique acerbe, Bompard ne se contente pas de pointer du doigt les erreurs ou insuffisances de l'exécutif, mais soulève un véritable questionnement sur les choix économiques et sociaux qui façonnent le quotidien de millions de Français. Il dénonce une politique qui, selon lui, privilégie les intérêts d'une élite économique au détriment des plus vulnérables, et il défend avec passion une autre vision de la société, fondée sur la justice sociale et la solidarité. Bompard met en lumière les conséquences dramatiques des réformes macroniennes, telles que celle des retraites, qu'il considère comme une régression pour les travailleurs et une atteinte à leur dignité. En appelant à un changement radical, il oppose à la vision néolibérale du gouvernement une alternative progressiste, où les choix politiques seraient faits pour et par les citoyens, loin des intérêts des grandes entreprises et des puissants. Sa position n'est pas seulement une critique, mais un appel à l'action, un appel à lutter contre un système qui exclut et appauvrit, et à construire un futur plus équitable et solidaire. Au-delà des désaccords politiques, cette intervention de Manuel Bompard incarne un message d'espoir et de résistance face à une politique qui ne répond pas aux besoins réels des Français. Il invite chacun à repenser les priorités du pays, à remettre l'humain au centre des préoccupations et à refuser de se contenter d'un statu quo qui ne profite qu'à une minorité. Son discours est un véritable appel à la mobilisation pour un changement structurel profond, pour une société plus juste, plus démocratique et plus respectueuse des droits de tous.